Bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence qui va aborder la question de l'Asie face au Covid-19 ou à la Covid-19, les différents enseignements, notamment en ce qui concerne la gestion, mais aussi les conséquences géopolitiques assez innombrables que l'on peut relever à échelle continentale. Avant de présenter nos intervenants, permettez-moi d'abord de vous adresser les meilleurs vœux de l'IRIS pour cette nouvelle année, puisque je crois que c'est la première conférence que nous organisons en 2021, que cette année ne soit plus celle de la Covid-19 et nous permette de passer à d'autres sujets de géopolitique. C'est ce que nous espérons les uns et les autres. Et puis, peut-être une petite pensée pour la mémoire de Marielle de Sarnez qui vient de nous quitter et qui, comme vous le savez, a été très impliquée sur les questions de relations internationales, puisqu'elle était notamment, jusqu'à très récemment, présidente de la commission des affaires internationales. Donc, ceux qui ont pu la côtoyer, ceux qui ont pu l'approcher et la rencontrer, eh bien, ont pu sans doute être témoins de son professionnalisme et de sa bienveillance, et il me semble peut-être nécessaire ici d'honorer sa mémoire. Alors, nous avons deux intervenants dans le cadre de cette petite session consacrée. Je dis petite parce qu'il faudrait sans doute des journées entières pour aborder la question de l'Asie face au Covid-19. Mais nous avons ici deux intervenants que j'ai vraiment grand plaisir à écouter. D'abord Marianne Perrondoise, qui est chercheuse à l'IRSEM, à l'école militaire, hein, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, si je ne me trompe. C'est cela, Barthélémy. C'est bien ça, merci Marianne. Marianne Perrondoise qui traite essentiellement des questions relatives à l'Asie du Nord-Est, hein, en particulier le Japon et la péninsule coréenne, et c'est d'ailleurs autour de cette région que vous allez nous faire ces présentations. Et puis, je sais également que vous travaillez actuellement activement sur l'Indo-Pacifique, et notamment la stratégie française de l'Indo-Pacifique. Donc, peut-être aurons-nous plaisir à l'avenir à vous retrouver et à vous entendre sur ces sujets tout à fait importants. Je souhaite également la bienvenue à Éric Mottet. Alors, on doit être en début d'après-midi hein, à Montréal, si je ne me trompe, Éric. Donc, vous êtes professeur à l'Université du Québec à Montréal, professeur en géopolitique hein, au département de géographie et co-directeur ou co-président, je ne sais pas, de l'Observatoire d'Asie de l'Est. Et puis, vous êtes surtout l'auteur de très nombreux ouvrages, donc je pense que tout comme Marianne, de très nombreux auditeurs vous connaissent déjà, et moi en particulier, puisque nous avons fait pas mal de travaux ensemble. Parmi ces travaux récents, je mentionnerai notamment un collectif intitulé Marges et frontières de la Chine aux presses universitaires de Montréal, auquel j'ai eu moi-même la chance de collaborer. Et puis, un petit ouvrage récent, sorti il y a, je crois, 2 mois, mais pas encore malheureusement accessible en France, hein, il y a un petit délai, La puissance décomplexée de la Chine, sujet pour le moins fascinant, aux presses universitaires du Québec. Et puis, j'insiste sur le fait que vous êtes tout particulièrement spécialiste d'Asie du Sud-Est, hein, même si vous avez, comme Marianne, comme moi-même, un intérêt à échelle continentale, et votre intervention traitera de manière spécifique de la gestion, mais aussi des conséquences de la Covid dans les pays de l'ASEAN. Alors, je vais de mon côté modérer cette petite discussion. Je vais également collecter les différentes questions. Donc, j'invite les participants à poser un certain nombre de questions dans le petit onglet qui est réservé à cet effet. J'aurai moi-même connaissance de toutes ces questions et je pourrai ensuite les relayer, les adresser à nos différents intervenants. Donc, n'hésitez pas hein, à poser au fur et à mesure un certain nombre de questions que je relayerai ensuite. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas pour des raisons de technique et compte tenu du nombre important de participants à ce webinaire, poser les questions de manière orale. Donc, je compte sur votre enthousiasme et votre disponibilité pour pouvoir participer, donc, comme je disais, par écrit. Alors, avant de laisser la parole à Marianne, permettez-moi d'adresser quand même un certain nombre de points qui me semblent tout à fait importants à échelle continentale cette fois. Comme je l'ai dit, on ne peut pas traiter de manière, je dirais, suffisamment précise des effets du Covid-19 en Asie de manière générale, compte tenu
des traitements extrêmement différents que nous avons observés, compte tenu des pratiques dans la gestion qui sont extrêmement différentes, des pratiques qui sont parfois le résultat de régimes politiques très divers, qui sont également, et peut-être surtout, le résultat de déséquilibres économiques et sociaux qui sont très très prononcés dans cette région. Nous avons par ailleurs de très grands États, de très petits États, des États qui sont un petit peu coupés du reste du monde, d'autres qui sont au contraire extrêmement connectés. Donc, il est évidemment impossible d'avoir une cartographie d'ensemble et de résumer par le succès ou l'échec la gestion du Covid en Asie. Il y a évidemment deux pays dont vous avez noté, je dirais, l'absence dans ce webinaire. Ces deux pays qui sont les plus grands, les plus directement affectés aussi, alors à la fois dans le nombre de malades et de décès, et puis dans les conséquences, en tout cas généralement relayées par les médias. D'un côté, l'Inde, qui est de loin le pays le plus sévèrement frappé par cette pandémie, avec plus de 150 000 victimes à ce jour et désormais plus de 10 millions de cas recensés, sans doute bien davantage. Nous le découvrirons très certainement dans les prochains mois ou prochaines années. Donc, une situation qui est effectivement très difficile pour l'Inde. Et puis, on se pose un certain nombre de questions concernant l'avenir tout simplement de l'économie indienne, de la capacité à réagir à ce type de pandémie. Et donc, il y a là des questionnements qui peut-être mériteraient une conférence à part entière avec des experts de cette région, tant les problématiques, tant les questions soulevées sont absolument innombrables et je dirais assez propres à ce pays parce qu'il y a de manière assez évidente un décalage actuellement très net entre cette pandémie en Inde et dans d'autres pays asiatiques et notamment les zones que nous allons aborder ce soir. L'autre grand absent, vous l'aurez évidemment immédiatement noté, c'est la Chine. Donc nous avons choisi d'une certaine manière, j'ai tranché entre guillemets sur ce point pour ne pas aborder la Chine dans le cadre de cette conférence. Alors d'abord parce que on en parle beaucoup. On en parle plus que d'autres pays asiatiques, à tort ou à raison d'ailleurs. On comprend bien évidemment la question qui est liée à l'origine de cette pandémie et donc la responsabilité ou non des autorités chinoises dans le développement de ce foyer infectieux. On comprend également tous les questionnements qui sont relatifs à l'absence de transparence, les interrogations sur le nombre réel de victimes, de cas recensés, etc. Enfin bref, je vous renvoie évidemment là aussi aux abondantes, analyses plus ou moins sérieuses d'ailleurs sur le sujet. On a enfin des interrogations tout aussi nombreuses sur l'opportunisme chinois qui accompagne la gestion de cette pandémie et notamment cette fameuse diplomatie du masque qui a été mise en avant par Pékin pour proposer à un nombre très important de pays des aides logistiques. Et puis, on le voit aussi, la sortie de crise, entre guillemets, et qui reste encore en pointillé, bien évidemment, mais la sortie de crise qui permet à l'économie chinoise de rebondir, de sortir un petit peu de cette période difficile plus rapidement que les autres grandes puissances, et notamment les États-Unis ou les puissances européennes. Et là aussi, bien évidemment, une multitude de questionnements quant au fait de savoir si cette pandémie ne marquera pas tout simplement l'entrée dans une nouvelle ère qui serait une ère, je dirais, dominée par la Chine ou dans laquelle la Chine jouerait le premier rôle. Je crois qu'il y a là évidemment tous les éléments, encore une fois, de travaux à part entière. Il faudrait aborder la question chinoise à part entière et de voir dans quelle mesure elle n'est pas à aborder dans un angle qu'on qualifierait d'asiatique, mais à échelle internationale avec les caractéristiques qui sont propres à la Chine contemporaine. Permettez-moi cependant, et donc en m'excusant pour ceux qui auraient souhaité évidemment en savoir plus sur la Chine et l'Inde, mais n'hésitez pas cependant à poser un certain nombre de questions sur ces deux pays, et je suis sûr que Marianne ou Eric auront plaisir à y répondre, puisque l'un et l'autre suivent malgré tout avec grand intérêt le développement dans ces pays. Permettez-moi de dire cependant un mot sur certains pays que l'on a un petit peu tendance à oublier, et qui pour autant sont tout à fait révélateurs
des modifications peut-être que l'on va observer dans les questions à la fois diplomatiques et puis les questions relatives à la gestion de pandémies de ce type, et notamment le cas de Taïwan. On a assez peu parlé de Taïwan, on a beaucoup parlé de la Chine, on a assez peu parlé de Taïwan. Je rappelle que Taïwan, cette autre Chine, hein, appelons les choses ainsi, a une population de 23 millions d'habitants, est géographiquement très proche de la Chine et a également des interactions très importantes avec la Chine depuis maintenant plusieurs années. Et on dénombre pour autant à ce jour un peu plus de 450 cas au total, donc depuis maintenant 10 mois que dure cette crise, même un peu plus, et seulement 7 victimes. Ce qui est absolument exceptionnel. Enfin, si on met ce chiffre en comparaison avec fait du Covid dans d'autres pays, on constate qu'il y a là évidemment un exemple de gestion tout à fait réussi. Alors, je sais que Marianne aura l'occasion d'évoquer le cas de la Corée du Sud et du Japon avec des caractéristiques qui sont parfois assez proches de celles de Taïwan, mais notons que Taïwan a performé de manière évidente et cela se traduit au-delà bien évidemment de l'exemple et de la nécessité peut-être pour d'autres sociétés de regarder comment Taïwan est parvenu sans confinement à obtenir de tels résultats. Il y a peut-être des questionnements quant à l'image et la place de Taïwan dans le monde consécutivement à cette crise. On a vu notamment un grand nombre de pays, je pense au Japon, je pense aux États-Unis, oui, plusieurs pays européens aussi, appeler l'Organisation mondiale de la santé à reconsidérer tout simplement la place de Taïwan dans cette institution. Donc, vous voyez, la diplomatie Covid ou la diplomatie du masque n'est pas une pratique qui se limiterait à la Chine. Ça peut aussi concerner d'autres pays et de fait, les effets géopolitiques de cette crise peuvent être d'une multiple nature selon les cas. On pourrait évidemment mentionner un certain nombre d'autres pays. On parle assez peu de l'Asie centrale, où le nombre de cas reste officiellement relativement limité. Est-ce que cela tient à des méthodes particulières? Est-ce que cela tient à une densité de population qui reste relativement limitée? Je rappelle que l'ensemble des républiques ex-soviétiques ne représente qu'environ 50 millions d'habitants, donc il y a beaucoup d'espaces vides. Est-ce que cela a pu permettre une gestion un petit peu plus réussie de cette pandémie? Est-ce qu'on ment tout simplement, hein? Là aussi, ce sont des questions qu'il faut peut-être poser à un moment ou à un autre. Mais toujours est-il que là aussi, il y aurait peut-être nécessité à porter un regard sur la manière avec laquelle ce type de société a géré une pandémie comme celle-là. Et puis, dernier mot enfin sur la dimension à échelle sinon continentale, en tout cas régionale. Hein. Quand on est confronté à des crises de ce type, qu'il s'agisse de crises économiques ou pandémies, eh bien, on assiste souvent à une redéfinition ou une tentative de redéfinition de partenariat ou de dialogue à échelle régionale. Et on observe de fait à échelle asiatique depuis maintenant quelques mois des mouvements qui sont des mouvements tout à fait spectaculaires en ce sens. Le plus spectaculaire d'entre tous étant bien évidemment la signature du Regional Economic Comprehensive Partnership. Alors, notre ami québécois va se hérisser les cheveux sur la tête en se disant non, c'est pas comme ça qu'on dit en français, mais c'est comme ça qu'on dit en France. Donc, le RCEP, qui a été signé, comme vous le savez, le 15 novembre dernier et qui constitue tout simplement ou constituera quand il sera véritablement actif la zone de libre-échange la plus importante au monde avec 15 États, les 10 membres de l'ASEAN, la Chine, la Corée du Sud et le Japon et puis l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ne manque dans ce que fut autrefois le dialogue ASEAN plus 6 que l'Inde. Là encore, on voit une des spécificités peut-être indiennes qui avait refusé finalement de se greffer à cette initiative tout à fait importante. Ce qui m'a interpellé à titre personnel quand les chefs d'État de ces pays pour le moins très différents les uns des autres et parfois même compétiteurs, et cette décision donc d'unir d'une certaine manière leur destin, eh bien c'était précisément l'évocation de la réponse aux dangers ou aux défis qui sont ceux associés à la pandémie. Et donc essayer d'être plus fort tout simplement, d'unir nos forces pour être plus forts dans un moment qui est pour le moins difficile. Donc il y a là aussi des questionnements qui sont, me semble-t-il, tout à fait intéressants
à échelle cette fois plus régionale, voire même continentale. Est-ce que l'Asie va être d'une certaine manière un petit peu mieux connectée? Est-ce que les États asiatiques vont mieux communiquer les uns avec les autres pour essayer de prévenir ce type de crise à l'avenir et puis d'en limiter les effets? Il y a là, je pense, des questionnements qu'il faudra tôt ou tard aborder. Ça concerne d'ailleurs l'Asie comme d'autres continents, mais on sait à quel point l'Asie pêche par son manque d'intégration, à l'exception notable de l'ASEAN et donc de l'Asie du Sud-Est. Alors, je vais laisser la parole désormais à Marianne Perrondoise. Et Marianne, vous allez nous évoquer. Alors, pardon, je vous explique un petit peu comment on va procéder. Hein, j'ai oublié de le mentionner. On va faire 2 allers-retours en fait. Donc, je vais interpeller nos intervenants à 2 reprises en posant des questions à l'un et à l'autre qui sont un petit peu liées. Et donc, je vais d'abord me tourner vers Marianne et puis ensuite vers Eric pour poser la question qui est celle justement des grandes leçons de cette gestion de la crise de Covid-19 dans les zones qui sont les leurs. Et donc, en ce qui vous concerne, Marianne, quelles leçons peut-on retenir dans le cas du Japon et puis des 2 Corées? Je sais que la Corée du Nord est peut-être intéressante mais difficile à aborder de ce point de vue. Mais quelles leçons peut-on tirer de cette gestion en Asie du Nord-Est? Eh bien, écoutez, merci tout d'abord, Barthélémy, de m'avoir invité à cet échange. Un échange très intéressant parce qu'au fond, dans ces discussions sur le Covid à l'échelle internationale, on va certainement très, très vite. On s'attache à observer en priorité la Chine. Et à mentionner peut-être très, très vite les pays voisins, dont la Corée du Sud, qui pourtant a gagné quand même son titre de modèle dans cette stratégie de lutte sanitaire contre la Covid-19, tout en prenant une espèce de regard un peu politique sur des systèmes autoritaires qui auraient, avec des moyens très extrêmes, donc un confinement systématique, organisé avec des méthodes de contrôle très intrusif des populations et des choix laissant un petit peu plus d'espace dans le quotidien des populations, le travail, les écoles, la capacité tout simplement d'aller et venir et de ne pas être consigné donc à la maison. Et c'est vrai que selon je dirais ces choix, et le niveau de réussite observé, on a pu cataloguer une certaine réussite de la part de démocraties, c'est-à-dire que au prix d'un énorme effort peut-être de dépistage, en tout cas ça a été le cas en Corée du Sud, au prix d'un énorme effort de communication, et c'est effectivement aussi ce qui a manqué peut-être aux voisins chinois. Et donc, en ayant ce contact avec la population et en ayant surtout tiré les leçons de certaines pandémies antérieures, je pense au syndrome respiratoire sévère, à la grippe aviaire, qui avait permis de mettre en place un certain nombre de systèmes de réaction en situation d'urgence, quoique les spécificités du Covid-19 ont dans un premier temps laissé certains gouvernements, notamment le gouvernement japonais, un petit peu dépourvu. Et face à la Corée du Sud, qui très vite a mis en place ce système de dépistage systématique avec les fameux 3T, testés, traités et tracés, qui sont devenus en quelque sorte l'affichage d'un modèle assez réussi, qu'en termes de diplomatie publique, d'ailleurs, le président Moon, qui a été très visible, qui a été très actif, a voulu exporter. Et vous avez mentionné la diplomatie du masque, mais on peut parler aussi de la diplomatie sud-coréenne du test et l'envoi très généreux, on va dire, de tests de dépistage dès le mois de mars à un certain nombre de partenaires, dont le grand allié américain, qui était quand même dans une situation assez difficile, alors que le Japon a paru s'adapter au fil de l'eau et qu'on a pu s'inquiéter d'un gouvernement qui hésitait à prendre des mesures trop contraignantes.
et on a vu davantage la gouverneure de Tokyo, c'est-à-dire les représentants locaux, s'investir davantage dans une campagne de communication et incitative, parce que c'est toute la différence finalement entre le modèle sud-coréen qui a quand même été très, très encadré, puisque certains d'entre nous ont pu se poser des questions sur le traçage électronique, dès lors que de notre côté, nous réfléchissions à cette application Stop Covid, par exemple, alors que finalement, côté Japon, les autorités ont eu recours à plutôt de la pédagogie, à des méthodes incitatives et n'ont pas été en mesure de toute façon de mettre en place de systèmes trop contraignants, mais ont essayé, je dirais, par des campagnes de messages assez dynamiques, de responsabiliser, de faire appel à la responsabilité collective de leurs citoyens. Donc on a deux approches assez différentes, avec ce souci de ne pas peser sur les libertés de leur population, mais aussi, bien sûr, de ne pas paralyser totalement l'activité économique du pays, dans la mesure où, effectivement, le nombre de cas recensés restait tout à fait gérable, et même si on n'a pas proportionnellement des chiffres qui sont comparables à Taïwan, et même si en ce moment on assiste à un rebond, mais qui inquiète à la fois la Corée du Sud, qui a l'air de remettre en cause son modèle, et à la fois le Japon qui va peut-être devoir prendre des mesures plus drastiques, on reste finalement dans des pourcentages relativement acceptables. Je cherche un petit peu les chiffres, donc 4000 décès au Japon, 1000 décès, un peu plus de 1000 décès en Corée du Sud, donc finalement ça reste un palmarès assez acceptable. Je vais peut-être m'arrêter là pour laisser mon collègue, Monsieur Mottet, rebondir, et je me tiens vraiment à l'écoute pour aller plus avant, tout en disant peut-être un dernier mot sur la Corée du Nord qui fait figure d'ovni, mais est-on surpris, et qui effectivement a annoncé n'avoir aucun cas de Covid-19 dès le début de la crise, alors que tout le monde se mettait en ordre de bataille dès le début du mois de janvier, et qui, faute d'un système sanitaire qui soit aussi développé que la Corée du Sud ou le Japon, a systématiquement fermé ses frontières et a eu recours à un isolement national comme première mesure de lutte contre le virus, et a demandé d'ailleurs à la population diplomatique et à tous les travailleurs étrangers présents dans le pays de quitter les lieux, ce qui a été d'autant plus difficile pour les uns et les autres de savoir vraiment ce qui se passait à ce niveau-là. La seule reconnaissance d'un quelconque problème à l'échelle officielle a été, il y a quelques mois, l'annonce par le cher dirigeant, le jeune maréchal Kim Jong-un, d'un cas suspect qui aurait été rapporté dans le pays par le retour d'un réfugié qui s'était donc enfui en Corée du Sud et qui, horreur, voulant réintégrer, revoir sa famille, eh bien, aurait introduit le virus en Corée du Nord. Je reste là, je m'arrête et je passe la parole à mon collègue. Merci Marianne, voilà qui laisse un petit peu songeur sur le cas de la Corée du Nord. Alors, j'avais commencé à recevoir quelques questions sur le sujet, donc merci d'y avoir déjà répondu, et puis peut-être que nous aurons encore d'autres interpellations là-dessus. Je profite d'ailleurs de l'occasion, puisque vous évoquez les deux Corées, pour indiquer que dans le chat qui est sur le côté, vous avez ce récent article de Marianne Perrondoise, précisément sur les deux Corées face à cette pandémie, et dans lequel évidemment vous revenez sur la différence pour le moins et sans surprise assez nette entre les deux pays sur cette question. Éric Mottet, je me tourne donc vers vous désormais pour poser la même question, hein. Donc je dirais panorama un petit peu sur l'Asie du Sud-Est. Est-ce qu'il y a des vainqueurs? Est-ce qu'il y a des pays qui s'en sortent moins bien? Et puis comment est-ce qu'on a fait face à cette pandémie? Avec quels résultats?
Oui, alors il y a des trajectoires fort différentes en Asie du Sud-Est. Alors pour ceux dont les cours de géographie sont lointains, l'Asie du Sud-Est et l'ASEAN, c'est 10 pays, et dans lequel je rajoute également le Timor, qui fait partie de l'Asie du Sud-Est géographique. Alors je vais donner quelques chiffres, hein, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais c'est quand même nécessaire de mettre les choses en perspective, hein. Encore une fois, les trajectoires ont été fort différentes en termes de cas, de morts ou de tests, hein. Entre le Laos, qui officiellement a 41 cas, et l'Indonésie qui en a pratiquement maintenant 850 000 cas, on voit bien que les trajectoires sont fort différentes. C'est idem en termes de morts. Le Laos, le Timor, le Cambodge, officiellement, ont 0 mort du Covid, alors que le pays le plus touché aujourd'hui, et on voit d'ailleurs que cette intensité ne baisse pas actuellement en Indonésie, l'Indonésie est rendue maintenant quasiment à 25 000 morts. Donc on voit bien que les trajectoires sont fort différentes. Alors je vous ferai grâce de tous les pays, mais déjà ce qu'il faut retenir, c'est que euh, dans ce cas, ce ne sont pas a priori les systèmes politiques qui expliquent il y ait plus de morts ou plus de cas, puisque je vous rappelle que le Laos, le Sud de Brunei ne sont pas considérés comme des modèles de démocratie, on va dire, à l'échelle de la planète. Alors que l'Indonésie, qui est le plus touchée, est considérée comme une grande démocratie malgré tout. Mm. Si on regarde rapidement et qu'on fait une comparaison d'ailleurs entre l'Asie du Sud-Est pris en totalité par rapport à la France, c'est toujours intéressant de montrer ces indicateurs. Il y a 1,7 million de cas pour l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, qui compte quand même 650 millions de cas. En France, on parle de 2,7 millions de cas pour un pays de 67 millions. Donc on voit que l'intensité en termes de cas est très inférieure dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, contrairement à la France. Pour l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, on parle maintenant de quasiment 38 000 morts, alors qu'en France, je crois qu'on a dépassé 68 000 morts. Donc là encore, on peut voir que l'intensité, si les chiffres sont vrais, bien évidemment, l'intensité en France a été bien plus importante que dans l'ensemble des pays de l'Asie du Sud-Est. Et si on regarde le nombre de tests, dans l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est, on a effectué à peu près 25 millions de tests, ce qui est ramené à sa population, ça veut dire que un Sud-Asiatique sur 26 a été testé, alors qu'en France, on est quasiment rendu maintenant à un Français sur deux, puisqu'on est maintenant à 37 millions de tests. Et si on regarde le nombre de cas par million, c'est intéressant aussi. On voit que le Laos, on sans doute, n'a que 6 cas par million. Et le pays qui a été le plus touché en nombre de cas, c'est Singapour, qui a par ailleurs connu très peu de morts, seulement 29 officiellement, mais où on est à plus de 10 000 cas par million. Je vous rappelle que 10 000 cas par million, c'est 4 fois inférieur à la France. Donc ça permet un peu de situer un petit peu tout ça. Le Laos, par exemple, est le pays qui a eu le plus bas cas, le plus bas taux de cas par million au monde. Il a seulement été battu par le Vanuatu, donc une petite île située en Asie-Pacifique. Alors, le premier constat, il est clair, c'est que le Covid n'a pas frappé l'ensemble des pays de l'Asie du Sud-Est de la même façon, que ce soit en termes de cas et de morts. Il y a des pays qui ont été très faiblement touchés, comme le Laos, le Cambodge, le Vietnam, le Timor, ou même la Thaïlande, ou même le Sultanat de Brunei. Il y a des pays qui, eux, connaissent une crise assez grave, comme le Myanmar, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, mais grave à l'échelle de l'Asie du Sud-Est, pas forcément en comparaison à ce qui s'est passé en Europe, en Inde, ou aux États-Unis, ou même au Brésil, et des pays qui ont des cas extrêmement élevés, mais peu de morts, comme Singapour, ce qui veut a priori dire d'un premier constat que ça a été plutôt bien géré. Singapour a d'ailleurs louvoyé entre les deux modèles, entre le modèle, on va dire, chinois au début, puis ensuite un modèle plus taïwanais ou sud-coréen. Deuxième constat, les pays n'ont pas été frappés par la Covid au même moment. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, et on voit toujours l'Asie du Sud-Est comme un bloc monolithique, où tous les pays auraient été touchés au même moment. En fait, ce n'est pas le cas. Il y a des pays qui n'ont eu qu'une seule vague, il y a des pays qui en ont deux, et il y en a des pays qui ont 3 vagues, en fait, en réalité, et tout n'est pas coordonné. Alors, ça m'amuse quand Madame Péramboise nous parlait de la Corée du Nord, qui nous expliquait que la Corée du Nord a un cas de Covid et qui est importé. C'est un peu ce qu'on lit dans la presse en Asie du Sud-Est, où aujourd'hui, la plupart des cas seraient importés, soit par les travailleurs clandestins, c'est le cas en Thaïlande, il y a tout un débat actuellement en Thaïlande sur cette question, sur les travailleurs migrants, hein, et sur les touristes, même s'il y en a encore très peu, mais il y en a encore il y en a un petit peu en Thaïlande, un petit peu à Singapour. Et les nouvelles personnes qui sont visées maintenant, c'est le personnel de bord des compagnies aériennes qui sera responsable de cas importés dans les pays d'Asie du Sud-Est. Alors là aussi, troisième constat, c'est qu'on l'a dit, hein, les pays d'Asie du Sud-Est ont été frappés dans des proportions très inférieures à l'Europe ou l'Amérique du Nord ou même l'Amérique du Sud. Et quelles ont été finalement les réponses sanitaires des pays de l'ASEAN? Alors, ce qui est intéressant quand on s'intéresse
à la Covid en Asie du Sud-Est, c'est que les réponses ont été essentiellement individuelles et très peu collectives, pour des raisons assez communes quand on connaît le mode de fonctionnement de l'ASEAN. Je rappelle que c'est un système politique finalement qui a une tradition de souveraineté nationale, hein. Tout ce qui est supranational est très peu accepté par la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, et c'est un pays qui n'accepte pas la non-ingérence. Et donc permettre à l'ASEAN de gérer collectivement en fait ces crises du Covid est quelque chose de très mal accepté et qui n'a pas de profondeur historique, on va dire, en Asie du Sud-Est. Et la deuxième chose qu'on oublie souvent, parce qu'on compare souvent l'ASEAN à l'Union européenne, ça n'a rien à voir en termes de moyens. Je rappelle que l'ASEAN, c'est 300 employés à Jakarta, l'Union européenne, c'est 35 000 fonctionnaires. Donc en termes d'effectifs, bien évidemment, c'est pas la même chose, et en termes de budget, c'est sans commune mesure. Le budget de l'ASEAN, c'est quelques dizaines de millions de dollars, alors que le budget de l'Union européenne, c'est 165 milliards de dollars. Donc il ne pouvait pas y avoir en Asie du Sud-Est une approche, une réponse sanitaire collective pour les raisons, encore une fois, de tradition, des raisons de moyens à la fois en termes d'effectifs et en termes de budget. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un écart dans les communications gouvernementales, même s'il y a quand même un trait commun, c'est que les gouvernements, de façon générale, ont tous été quand même très proactifs. Certains pays ont été très prompts, ont répondu et ont réagi très rapidement dès le mois de février et début mars. D'autres ont été un petit peu plus lents. Ça a été le cas, par exemple, de l'Indonésie ou de la Malaisie. Le Malaisie a eu un problème, c'est qu'ils ont changé de gouvernement début mars, donc en pleine crise. Donc, ce qui a ralenti énormément les prises de décision. Le Myanmar aussi était un petit peu lent, les Philippines ont été un petit peu lents aussi à réagir, la Thaïlande s'est retrouvée aussi avec des contestations sociales très importantes, ce qui est peut-être ralenti aussi des prises de décision. Et ce qu'on constate également de façon globale, c'est que les populations ont répondu aux demandes des gouvernements de façon très positive, de façon générale. Alors ça s'explique parce qu'il y a une habitude des virus en Asie du Sud-Est, il y a quand même une grande sensibilisation à la dangerosité des virus. C'est pas le premier virus qu'on rencontre en Asie du Sud-Est. Le SRAS en 2008, la grippe H1N1 en 2009. Actuellement, il y a une grippe porcine qui circule maintenant depuis 1 an et demi. Le virus de la dengue, d'ailleurs, dans certains pays comme le Laos, le virus de la dengue fait beaucoup plus de morts que de morts de la Covid-19. La dengue aujourd'hui est pour les autorités sanitaires un plus gros problème au Laos que la Covid-19. Il faut bien le comprendre, et c'est un petit peu le cas aussi dans d'autres pays limitrophes. Ça a été aussi bien perçu parce que le port du masque est une habitude. Alors moins qu'au Japon, moins qu'en Corée du Sud, mais le port du masque est quelque chose qui fait partie du quotidien dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est. Encore une fois, on met des masques quand on a des symptômes de grippe, et on en met également quand il y a des pics de pollution importants dans les villes. Donc on a l'habitude de mettre des masques, on a des masques à disposition, on sait faire. Et troisième chose, c'est que si on regarde les 11 pays en Asie du Sud-Est, ce sont tous des pays qui sont, on va dire, gouvernements autoritaires, bien sûr, avec des degrés divers. Et donc, on va dire qu'il y a une certaine habitude de la soumission à l'autorité dans la plupart de ces pays, et on a l'habitude des injonctions qui viennent du haut et d'y répondre favorablement. Donc, premier constat, très rapidement, donc bien sûr, la Covid-19 n'a pas frappé avec la même intensité l'ensemble des pays de l'Asie du Sud-Est, c'est fort disparate, mais les populations, malgré tout, se sont relativement bien soumises aux politiques mises en place, alors qu'ils sont assez, encore une fois, qui sont, dans un premier temps, ont quasiment toutes copié ce que faisait la Chine, c'est-à-dire un confinement extrêmement rapide et total, un contrôle des déplacements, un port du masque obligatoire, restriction rapide et drastique des voyages, fermeture systématique des frontières, et encore aujourd'hui, toutes les frontières sont fermées en Asie du Sud-Est, à part Singapour qui essaie de réouvrir un petit peu avec un système intéressant. Donc, première vague mise en place finalement d'un système à la chinoise, et progressivement on a vu un certain nombre de pays finalement plus copier le modèle taïwanais et sud-coréen, c'est-à-dire on ouvre tout mais on met en place quand même des restrictions importantes. Voilà, alors on va aller dans le détail chaque pays, ça serait trop long, mais voilà le premier panorama qu'on peut faire du Covid-19 en Asie du Sud-Est pour l'instant. Merci beaucoup, Eric. Je peux rebondir sur
sur Oui, l'adhésion des Marianne, je vous en prie, populations rebondissez. et puis en fait cette plasticité des populations finalement à accepter ce sens de la responsabilité collective qu'on a tendance à décrire comme une forme de conformisme social, eh bien a beaucoup aidé finalement le gouvernement sud-coréen ou japonais à aller de l'avant, dans la mesure où au fond le port du masque, il n'y a pas eu de discussions, je dirais, stériles qui ont pu entraver les recommandations, parce qu'encore une fois, on était dans le domaine du conseil et de l'incitation, en tout cas fortement du côté japonais, cette pratique d'une hygiène très stricte et cette pratique un petit peu culturelle du port du masque, de la distanciation sociale, finalement a beaucoup aidé implicitement et ont été des moyens naturels qui se sont mis en place très vite, contrairement en Europe où il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de défaillances finalement. Le problème du masque ne s'est pas posé en Corée du Sud, qui a d'ailleurs pu fournir très rapidement à certains pays des masques, et notamment paradoxalement à la Chine à un moment. Le problème des vaccins ne se pose pas actuellement parce qu'on a affaire aussi à une industrie pharmaceutique qui avait anticipé parce qu'il y avait eu les leçons apprises à la suite de certaines situations de crise aiguë et malgré la spécificité, encore une fois, du Covid-19. Et c'est vrai que ces pays sont entrés avec une certaine facilité dans la mise en place d'une stratégie sanitaire. Et c'est vrai que dans le cadre de la Corée du Sud, il y avait un enjeu politique et on sent bien que le président Moon a voulu en faire une affaire personnelle, que peut-être le président Abe a pris plus de distance par rapport à cela en faisant assez vite confiance à sa population. Mais c'est vrai que les questions de défiance ou les disputes un peu stériles, je le mets entre guillemets, qui ont pu mobiliser certaines populations et opinions publiques en Europe, eh bien, n'ont pas été des facteurs qui ont pu retarder, entraver ou remettre en cause l'action des gouvernements, et on dira ce qu'on voudra, mais dans la mise en place d'une stratégie de lutte à une échelle nationale et face, je dirais, à des cas quand même de contamination, puisque en fait, j'ai l'air de dire peut-être un peu vite que tout s'est mis en place et tout va pour le mieux, Madame la Marquise. Bien sûr que nos deux pays, en tout cas le Japon et la Corée du Sud, finalement, à l'exemple de l'Europe, eux aussi connaissent une troisième vague et ont connu des hausses et des retours de contamination sur le même rythme que le nôtre et ont dû s'adapter. Et c'est vrai qu'actuellement, pour ce qui est de la Corée du Sud et le Japon, on est dans une situation un peu de tension où effectivement il y a des cas de contamination par grappe qui mettent un petit peu les autorités sanitaires et politiques en difficulté, notamment en Corée du Sud, et qui pose désormais la question des vaccins et la question de la mise en place d'une stratégie de vaccination. Et on voit que finalement, chacun, nous sommes en parallèle confrontés aux mêmes séquences et aux mêmes questions qu'apporte, je dirais, cette évolution dans la maîtrise du virus, et que désormais au Japon se posent des questions sur la mutation du virus avec un cas en provenance d'Amérique centrale. Donc vous voyez que finalement ces gouvernants sont confrontés aux mêmes enjeux avec la même intensité et le même rythme que le nôtre, n'ont pas plus de facilité face au vaccin, si ce n'est peut-être une population et des systèmes sanitaires, notamment dans le cadre de la Corée du Sud, un système de santé assez sophistiqué en termes de nombre de lits, de réanimation, qui a peut-être évité des crises, des remises en cause et des critiques même assez violentes concernant certains pays et certainement à juste titre, certains pays européens vis-à-vis de leur gouvernement. Merci, oui, pour ces remarques effectivement importantes, Marianne, et je suis sûr que Eric abonde dans ce sens, à savoir qu'il y a effectivement peut-être une réaction
des sociétés qui est assez différente de ce que nous avons observé dans les sociétés occidentales, et ça vaut pour de nombreuses sociétés asiatiques, alors soit parce que les régimes autoritaires imposent ce type de pratique, soit parce qu'effectivement il y a une forme d'autodiscipline, et les exemples de sociétés comme le Japon, la Corée du Sud, mais aussi en Asie du Sud-Est, Singapour, évidemment, sont tout à fait intéressantes de ce point de vue. D'ailleurs, ça fait partie des grandes questions, mais cette fois à échelle planétaire, des questions peut-être plus conceptuelles parmi les conséquences de cette pandémie. Est-ce que les modèles démocratiques se sont montrés peut-être inopérants ou pas très solides face à ce type de pandémie? On laisse évidemment le soin à de multiples analystes chroniqueurs plus ou moins bien intentionnés de commenter sur ce point. Je remercie en tout cas les participants de cette conférence d'avoir préféré cette discussion plutôt que d'écouter le Premier ministre Jean Castex qui, comme vous le savez, annonçait un certain nombre de mesures à l'heure où nous parlons, et d'ailleurs nous en prendrons connaissance dans quelques minutes. Alors permettez-moi de faire un second tour. J'ai déjà reçu beaucoup de questions, pour tout dire, donc je commence un petit peu à faire le tri parmi les questions, et pour tout dire, vous avez répondu à certaines de ces questions, notamment sur ce que vous venez d'évoquer, Marianne, à savoir cette défiance et cette absence de défiance, et ce que ça signifie finalement dans ces sociétés asiatiques. Mais je continue de collecter un certain nombre de questions que je vous adresserai ensuite. Permettez-moi de faire un second tour de table, si je puis dire, pour énoncer cette question de ce qui vient après. Là, on a évoqué effectivement les différences de traitement, la question aussi de la transparence, etc. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez l'un et l'autre présenté, mais ce qui va nous interpeller aussi maintenant, c'est sur la scène géopolitique, notamment en termes d'image, dans ces stratégies de soft power qui sont si chères à de nombreuses sociétés asiatiques, est-ce que l'on retrouve un certain nombre de gagnants, de perdants? Enfin, est-ce qu'il y aurait des situations qui nous permettraient de considérer que certains pays sortent, entre guillemets, vainqueurs de cette pandémie au détriment parfois d'autres? Alors, je vais peut-être me tourner vers Éric Mottet pour commencer, pour évoquer le cas de l'Asie du Sud-Est. Oui, alors en Asie du Sud-Est, on a retrouvé donc des acteurs classiques, que sont la Chine, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan. Ça a déjà été évoqué par Marianne, qui indiquait que la Corée du Sud, même le Japon, donc, avait fait des dons. On y reviendra d'ici quelques instants. Et puis surtout, on a vu émerger de nouveaux acteurs au sein de l'Asie du Sud-Est, c'est Singapour et le Vietnam, et j'y reviendrai d'ici quelques instants, qui ont, semble-t-il, marqué des points et ont pris un leadership intéressant au sein de l'Asie du Sud-Est. Alors, c'est pas nouveau pour Singapour, c'est un petit peu nouveau pour le Vietnam, mais ça ne fait que confirmer le constat que l'on fait sur le Vietnam depuis 2 ou 3 ans, qui se voit maintenant comme une puissance moyenne et qui d'ailleurs ne joue plus caché maintenant, assume complètement cet objectif de devenir une puissance moyenne. Dans un premier temps, dans la région Indo-Pacifique, et puis ensuite peut-être se projeter un peu plus ailleurs dans le reste du monde. Alors bien sûr, l'Asie du Sud-Est, vous le savez, est un pays qui est souvent une région qui est une région laboratoire pour la diplomatie chinoise. Et bien évidemment, on a tous vu comment s'est déployée la diplomatie du masque, dont on a beaucoup parlé dans la totalité du monde. Et il est intéressant de regarder comment elle a fonctionné en Asie du Sud-Est. Alors il faut comprendre que dès le 20 février, il y a une réunion très importante qui a eu lieu donc à Vientiane, la capitale du Laos, qui a réuni l'ensemble des pays de l'Asie du Sud-Est et la Chine. Et la Chine a été extrêmement transparente, elle a expliqué quels étaient les problèmes, comment fonctionnait la Covid-19, quels avaient été les traitements qu'ils ont utilisés, quels sont les problèmes qu'ils ont été rencontrés. Ils ont tout mis sur la table d'une certaine façon, et ça a été d'ailleurs très apprécié par la totalité des pays de l'Asie du Sud-Est, et c'est sans doute une des raisons d'ailleurs pour laquelle les premières stratégies mises en place dans les pays de l'Asie du Sud-Est étaient essentiellement les stratégies chinoises, puisque c'est les premières sur lesquelles on avait des informations. Alors en Asie du Sud-Est, la stratégie du masque a été très 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 bien perçue. Il y a des dons qui ont été faits directement à l'ASEAN, mais la Chine a quand même fonctionné plus en bilatéral. Elle a retrouvé ses vieilles habitudes, donc bien sûr des pays ont été extrêmement bien dotés, comme les Philippines, l'Indonésie, le Laos, le Cambodge, même en fait tous les pays qui sont traditionnellement des alliés très proches de la Chine. Un certain nombre de pays ont été un peu moins dotés, c'est le cas par exemple du Vietnam qui lui n'a reçu aucun don de la Chine dans cette diplomatie du masque. Alors, la diplomatie du masque, c'était bien sûr des masques, mais c'était aussi tout un tas de matériel médical, du désinfectant, des thermomètres,
des ventilateurs. La Chine a même fourni du riz d'ailleurs dans des pays comme les Philippines. Enfin bref, il y a eu tout un tas de choses, mais ça a été essentiellement du matériel. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a découvert en fait une nouvelle forme, la forme de philanthropie à la chinoise. On connaît la philanthropie nord-américaine, occidentale, mais on a découvert que les entreprises privées comme les fondations de Jack Ma ou d'Alibaba ont fourni également des masques, des kits de tests à un certain nombre de pays en Asie du Sud-Est. On a vu également donc, des entreprises chinoises aussi fournir des masques massivement donc, à la plupart des pays d'Asie du Sud-Est. Encore une fois, ça a été plutôt bien perçu, même très bien perçu, il faut bien le dire, au tout début de la crise, au moment même où, souvenez-vous, la plupart des pays européens, et même y compris les États-Unis et le Canada, se battaient sur les tarmacs d'aéroports pour essayer de récupérer des masques et du matériel médical. Ce n'était pas le cas en Asie du Sud-Est, puisqu'ils ont reçu massivement donc, du matériel chinois. Ça a été peu dit et assez peu développé. Les États-Unis ont été extrêmement présents depuis le mois de mars en Asie du Sud-Est. Ils ont quand même dépensé plus de 100 millions de dollars dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est. Alors, ils ont fait des dons et des choses qui, du moins, ils ont mis en place une aide qui était complémentaire à celle de la Chine. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait la même chose que la Chine, ils n'ont pas fourni du matériel médical, sauf à de très rares cas. Ils ont surtout fourni des fonds de soutien économique, des aides aux migrants, des systèmes de services éducatifs, l'assistance sanitaire, enfin bref, etc. Et aussi le prêt d'experts dans différents pays pour travailler dans les laboratoires, pour mettre en place des plans de communication d'urgence, des plans de prévention et de contrôle des contaminations, des experts en acquisition de matériel. Bref, ils ont fait des choses qui, vues de l'extérieur, finalement, sont très complémentaires de ce qu'a fait la Chine. Et c'est intéressant puisqu'on parle souvent de cette co-gestion du monde peut-être future entre États-Unis et Chine. Et dans le cas de l'Asie du Sud-Est, dans le cas de l'aide fournie aux pays d'Asie du Sud-Est, on a vu cette vraie complémentarité qui pourrait d'ailleurs donner des idées dans l'avenir pour d'autres questions, d'autres crises sanitaires. Bien sûr, diplomatie japonaise, ça a été dit, les Japonais ont été présents, alors avec un petit peu de retard. Ils n'ont pas été les plus réactifs, il faut bien le dire, mais ils ont fourni des fournitures médicales et ils ont fait donc des prêts et des dons à la plupart des pays d'Asie du Sud-Est. La diplomatie sud-coréenne a été elle plus proactive. Elle a fourni notamment ces célèbres kits, ces kits pour mettre en place des tests à la plupart des pays d'Asie du Sud-Est. Et Taïwan, alors Taïwan a mis en place, elle, une autre diplomatie du masque, puisque en fait Taïwan a fourni également de nombreux masques à la plupart des pays d'Asie du Sud-Est. Donc elle s'est mise finalement en concurrence avec la Chine et n'a pas essayé de faire quelque chose de différent. Et ça, c'est intéressant, c'est une question qui mériterait d'être creusée. Pourquoi est-ce que Taïwan, qui veut autant se différencier de la Chine, finalement, dans cette crise, a fait la même chose que la Chine? Ça, c'est une vraie question qu'il faudrait peut-être creuser une autre fois. Et ensuite, il y a ces deux pays dont j'ai parlé, donc Singapour et le Vietnam, qui sont donc des pays qui font partie de l'Asie du Sud-Est, qui, eux, ont fait des gains incroyables de mon point de vue en termes de diplomatie. Alors, il y a Singapour qui a mis en place une diplomatie du test. Singapour, très tôt, en fait, a été excédentaire en termes de matériel et en termes de tests, et ils ont commencé donc à le distribuer à partir du début mars à la plupart des pays d'Asie du Sud-Est. Et tout ça, bien sûr, a été extrêmement bien perçu. Et l'autre pays qui a fait des gains formidables, c'est le Vietnam, qui, lui, donc, a commencé donc, à exporter donc, du matériel de protection, puisqu'il y a plus de 200 entreprises qui produisent du matériel de protection au Vietnam. D'ailleurs, ça leur donne des idées, puisque le Vietnam a mis en place un plan 2030 où ils aimeraient devenir un concurrent sérieux sur le matériel médical et un concurrent sérieux de la Chine et même de Taïwan d'ailleurs. Donc c'est à voir, ça leur a donné des idées, donc une opportunité de la crise de Covid-19. Pour le Vietnam, c'en est une parmi tant d'autres, mais celle-ci, c'est devenir une puissance exportatrice en termes de matériel médical dans le monde entier. Et donc ils ont commencé donc, à exporter, je le répète, donc des masques, des kits et tout un tas de matériel avec parfois des gestes très symboliques. Il y a eu cet échange de masques entre gardes frontières à la frontière entre le Vietnam et la Chine qui a été très bien perçu sur le plan symbolique en Chine. Et ils ont d'ailleurs exporté du matériel bien au-delà de l'Asie du Sud-Est, puisque, vous le savez, ils ont exporté donc du matériel en Europe, aux États-Unis, en Russie, à Cuba, en Israël, etc., etc. Donc c'est intéressant de regarder ça. Et encore une fois, si on devait synthétiser ça, donc oui, il y a eu donc cette diplomatie du masque mise en place par la Chine, qui, contrairement au reste du monde, a été bien perçue en Asie du Sud-Est.
une politique de dons mise en place par les États-Unis qui s'est complétée et qui a complété les dons chinois. D'autres pays de l'Indo-Pacifique qui, eux, ont fait des gains aussi, j'en ai parlé, donc Japon, Corée du Sud et Taïwan qui ont été extrêmement présents dans la crise. Et 2 pays au sein même de l'Asie du Sud-Est qui ont pris un rôle de leader finalement et qui ont gommé finalement les carences collective de l'ASEAN qui, collectivement, a été incapable de mettre en place un système de réponse sanitaire, on va dire, de qualité ou performant. Voilà. Merci Eric, je me tourne vers Marianne pour la même question. Oui, alors concernant la Corée du Sud et le Japon, c'est vrai qu'il y a quand même eu le souci d'une aide qui s'exprime via les canaux multilatéraux et je pense à ce souci qu'ont eu Séoul et Tokyo de remettre ou en tout cas de protéger la centralité de l'OMS et de soutenir quelque part l'OMS en la mettant, je dirais, bien en valeur. Je pense que, Barthélémy, c'est vous qui avez mentionné ce souci du Japon de soutenir Taïwan au sein de l'OMS, de façon à ce que finalement, face à cette diplomatie d'aide bilatérale de la Chine, on puisse en fait rééquilibrer en mettant un certain nombre d'acteurs, d'organisations au centre du jeu et vis-à-vis d'ailleurs de l'ASEAN, j'ai cru comprendre que le Japon et la Corée du Sud avaient, au travers du mécanisme de ASEAN plus 3, veillé à être extrêmement généreux sous forme de dons, mais aussi sous forme de dons en matériel, mais aussi de dotations financières pour aider un certain nombre de leurs interlocuteurs. Donc avec ce souci, finalement, ne pas céder à la tentation de se mettre en avant trop facilement à travers ces politiques de dons de la Chine, sachant qu'effectivement un certain nombre de pays d'ailleurs se sont plaints de la nature du matériel qui était mis en disposition, de masques défectueux, etc. Donc cette politique du masque a quand même eu un retour de bâton vis-à-vis de la Chine et on s'est quand même à juste titre posé des questions sur ces arrière-pensées. Par contre, c'est vrai que la Corée du Sud a tiré son épingle du jeu face à un Japon un petit peu plus en retrait, là aussi, dans ce registre-là, même si le Japon a été assez généreux dans ses dotations vis-à-vis de l'OMS, justement pour aider l'OMS à mettre en place des politiques d'aide vis-à-vis de certains pays. Il faut savoir que la Chine a été parmi les premiers donateurs, qu'ensuite, je pense qu'il y a le Japon et que les États-Unis, évidemment, embringués dans une politique de condamnation du côté trop sino-centré et trop sino-dépendant de l'OMS vis-à-vis de la Chine, s'en est retiré avec fracas et a voulu un petit peu sanctionner cette organisation. La Corée du Sud a ajouté une dimension supplémentaire à son soft power avec une coopération sanitaire tout azimut que le président Moon Jae-in a très très habilement mis en avant parce que là encore il y a eu beaucoup de propositions de coopération non seulement en dons de matériel mais en envoi d'experts en coopération croisée sur des analyses possibles du virus, sur les meilleures pratiques à mettre en place au sein des hôpitaux et c'est vrai que là aussi voulant, je dirais, asseoir son influence à l'international en utilisant certains canaux accessibles, la Corée du Sud a profité du G20 et de certaines réunions internationales pour mettre en avant son modèle de façon extrêmement convaincante. Et c'est vrai que là aussi, on a vu au fond une puissance moyenne qui réussissait à s'imposer et à s'imposer au fur et à mesure que l'on sentait que les États-Unis ne contrôlaient pas leur propre situation, étaient entrés dans une guerre, je dirais,
coup par coup et de la réponse tit for tat à la Chine, et donc n'était pas en mesure d'apporter une aide, je dirais, très appréciée, très très visible. Et au fond, la Corée du Sud, elle a comblé ce vide. Elle n'a pas oublié évidemment l'Afrique, mais aussi certains alliés. Comme ses alliés émiratis ou saoudis, vers qui elle s'est tournée et vers qui elle s'est montrée extrêmement généreuse dans l'exportation de ces kits de tests, de dépistage. Donc je tenais quand même à le dire, et je pense que cette action, cette visibilité et cette réputation qu'a pu apporter le travail de l'équipe gouvernementale, la première ministre Madame Kang et le président Moon a été très perçu favorablement par l'opinion publique sud-coréenne, puisque au fond on a eu des élections législatives en plein milieu de la crise. La Corée du Sud a pris le risque de les organiser, et ça a été quasiment un plébiscite pour le président Moon Jae-in, dont la cote de popularité d'ailleurs reste à un niveau tout à fait appréciable encore à l'heure actuelle, malgré ce rebond et ce troisième épisode, cette troisième vague qui là atteint quand même des proportions que le gouvernement peut juger inquiétantes, puisqu'on est à 800 cas de contamination par jour, enfin recensés, et que le système sanitaire et en tout cas les possibilités d'accueil dans des lits de réanimation commencent à se compter un petit peu sur les doigts. Et pour finir, pour ma Corée du Nord quand même, alors évidemment, la Corée du Nord a été l'une des premières récipiendaires d'une aide humanitaire dispensée par la Corée du Sud, et le président Moon y a vu l'intérêt de reprendre un dialogue qui s'était largement étiolé depuis le sommet de Hanoï avec le président, entre les deux dirigeants, donc américains et nord-coréens, avec l'espoir d'amadouer la Corée du Nord, qui a fait appel de toute façon à l'aide internationale, et peut-être de la rendre un peu indépendante et de l'inciter à sortir et à se montrer un petit peu plus ouverte. Alors si effectivement la Corée du Nord a dans un premier temps accepté l'aide humanitaire de la Corée du Sud, elle a que les États-Unis ont aussi offert dans des proportions très, très généreuses et toujours avec les mêmes arrière-pensées, j'imagine. Elle s'est montrée un petit peu plus réticente en ayant cette politique un peu brutale et sélective qu'elle peut avoir quand il s'agit de certaines initiatives en provenance de Corée du Sud pour bien montrer avec une certaine fierté ombrageuse qu'elle n'était pas dans une situation trop de dépendance et qu'elle avait quand même les moyens de sa politique, puisqu'au fond le discours officiel restait qu'il n'y avait aucun cas de Covid-19 en Corée du Nord, et que ce matériel et cette aide étaient demandés essentiellement à titre évidemment préventif et dans le souci de contenir toute éventuelle pandémie qui pourrait se glisser hors des frontières nord-coréennes, qui par ailleurs étaient quand même, il faut le dire, très surveillées par le voisin chinois. Merci pour ces derniers petits mots sur la Corée du Nord, puisque on a beaucoup de questions sur la Corée du Nord, donc c'est important effectivement de faire mention de ce pays au parcours pour le moins singulier, y compris dans cette pandémie. Vous avez l'un et l'autre également mentionné, et c'est essentiel, le fait que les chiffres dont nous disposons à l'heure actuelle sont évidemment des chiffres discutables. J'ai reçu un certain nombre de questions sur la fiabilité de ces différents chiffres dits officiels. Il va de soi, vous me contredirez peut-être, que cette fiabilité est effectivement mise en doute dans un certain nombre de cas. Ailleurs, Marianne, vous l'avez encore mentionné il y a quelques instants, le fait que, fort malheureusement, ce n'est pas terminé. Nous avons des vagues à répétition et nous n'en voyons pas encore le bout. Et effectivement, il est encore trop tôt pour tirer un bilan définitif de cette gestion de crise. Voilà, malheureusement, on verra comment les choses évolueront dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors, j'ai commencé à
à prendre un certain nombre de questions et puis les rassembler selon des grandes catégories. Et permettez-moi donc de faire une première salve avec notamment des questions qui vont concerner la prise de décision. Il y a plusieurs questions qui se rejoignent sur ce point, à savoir, dans ces différentes sociétés, eh bien, quelles sont les autorités véritablement en charge? Est-ce qu'on a des différences assez fondamentales avec notamment ce que l'on a vu en France, l'existence de commissions particulièrement chargées de cette gestion de crise, ou comme on a pu le voir aux États-Unis également, avec la CDC, je crois. Est-ce qu'on observe comment dire, le même type de structuration un petit peu de la réponse, ou est-ce que parfois ça a été de manière un petit peu plus, je dirais, ad hoc, selon les différents régimes politiques? Donc des questions qui vous concernent, je pense, l'un et l'autre de ce point de vue. D'autres questions également. Alors, vous avez l'un et l'autre mentionné le cas de Taïwan, hein, notamment dans cette diplomatie du masque que Taïwan a déployée en Asie du Sud-Est en particulier, ce qui est tout à fait intéressant. Et on a là des questions qui concernent l'avenir de l'image de Taïwan. Hein. L'ensemble des pays que vous couvrez ne reconnaissent pas diplomatiquement Taïwan. Et les questions concernent tout simplement l'avenir de l'image de Taïwan. Est-ce que d'une certaine manière, ce succès taïwanais, cette nouvelle image taïwanaise peut servir à un changement d'attitude d'un certain nombre d'acteurs asiatiques vis-à-vis de Taïwan? Ce sont là, je pense, des questions tout à fait importantes. Et puis enfin, une dernière catégorie de questions pour cette première série qui concerne les grands événements à venir et donc la manière avec laquelle l'Asie va pouvoir coordonner de grands événements, au premier rang desquels les Jeux Olympiques de Tokyo, qui ont déjà été reportés, et notamment plusieurs questions sur le fait de savoir si on envisage désormais tout simplement une annulation, ce qui serait, je le rappelle, hein, la deuxième fois dans le cas de Tokyo, qui devait organiser les Jeux 1940, donc pas de chance hein, pour les Japonais avec les Jeux Olympiques, visiblement, peut-on dire. Mais effectivement, de manière plus générale, hein, ça peut concerner aussi un certain nombre d'événements à grande échelle qui sont prévus. Peut-être qu'Éric pourra nous éclairer sur ce point dans le cas de l'Asie du Sud-Est, s'il y a des événements importants qui étaient prévus dans les prochains mois ou les prochaines années. Et du coup, comment est-ce qu'on s'organise aussi, notamment dans la communication de telles décisions, avec évidemment en ligne de mire des possibles réactions de la part des opinions publiques. Alors on commence peut-être, je ne sais pas, l'un ou l'autre, hein, comme vous voulez, je vous laisse libre. Eh bien, ce que je peux dire, c'est que sur la question des Jeux Olympiques, c'est évidemment du gouvernement japonais, et on a pu un petit peu au début de l'année, en cours d'année 2020, au moment où finalement on découvrait cette pandémie, on a pu soupçonner le gouvernement et notamment le Premier ministre, pour qui cette question d'avoir les Jeux Olympiques à Tokyo avait été, je dirais, extrêmement importante et pour laquelle il s'était dépensé sans compter. On a eu l'impression, en fait, que le gouvernement japonais, du moins, il a été accusé de sous-estimer l'ampleur de l'épidémie, tellement il n'a pas voulu faire d'annonce. Alors que tout le monde se posait la question des Jeux Olympiques, que ça mettait en jeu effectivement économiquement d'énormes perspectives pour lui. Et effectivement, il a attendu la fin du mois de mars pour reconnaître qu'au fond, l'état actuel des choses, il ne se voyait pas accueillir les Jeux Olympiques. La question, évidemment, elle est toujours là. Le Premier ministre qui a succédé donc à Shinzo Abe, qui pour des raisons médicales tout à fait indépendantes de la Covid-19 a dû démissionner à la fin du mois de septembre, eh bien, le Premier ministre a annoncé que les Jeux Olympiques se tiendraient en juillet 2021, et c'est véritablement un objectif qui va être extrêmement important pour lui, parce que au fond, le gouvernement a paru un petit peu procrastiner dans la gestion de la pandémie, dans la mise en place de certaines mesures. Là, actuellement, Tokyo a été placé en état d'urgence. Le mot peut faire peur, et dans la réalité japonaise, ça ne recouvre pas, je dirais, un ensemble de mesures extrêmement contraignantes.
Et encore une fois, c'est plutôt la gouverneure de Tokyo, Madame Koike, qui a été très très présente, très très active, qui a pu avoir un discours peut-être très maternant mais très énergique. On a mentionné finalement la nature des systèmes dans la gestion de la Covid-19. À un moment, il y a eu certaines interrogations sur les systèmes et la nature genrée et le fait que certains gouvernements qui enregistraient des résultats assez positifs, comme la Nouvelle-Zélande, eh bien, été dirigés par une femme. Et vous mentionnez, Barthélémy, assez souvent Taïwan, mais Taïwan aussi. Et donc, la question, elle reste aussi à l'ordre du jour. Et c'est vrai que dans la gestion de cette pandémie, Madame Koike, la gouverneure de Tokyo, elle a vraiment tiré son épingle du jeu parce que dans le cadre de toutes ces mesures en fait incitatives, les Japonais sont incités à rester chez eux. Les entreprises sont incitées à mettre en place le télétravail. Les écoles sont incitées à ne pas recevoir d'enfants. Les entreprises ou les commerces sont incités à fermer plus tôt. Vous voyez, il n'y a pas comme en France, pour le dire, un système très contraignant qui fait que vous vous exposez à des amendes, à un certain nombre de contraintes réglementaires. Au Japon, il n'y a pas ce système-là et ça répond à une de votre question sur effectivement l'organisation mise en place. Tout est décentralisé. Le gouvernement central, au fond, à l'aide de subventions financières, peut récompenser les bons élèves, peut récompenser les centres de vie nocturnes qui sont au cœur de la troisième vague de contamination, ainsi qu'en Corée du Sud d'ailleurs, à fermer plus tôt, peut récompenser effectivement les entreprises, à favoriser le travail à la maison, donc donner des aides qui peuvent s'élever à 40 000 euros par mois pour les entreprises, mais ne peut en aucun cas contraindre. Et il y a véritablement un problème. Il y a un problème qui est dû finalement au système constitutionnel japonais. Il y a toute cette histoire que vous connaissez bien, Barthélémy, du Japon, et de cette constitution qui ne veut pas donner des pouvoirs extraordinaires au pouvoir législatif. Ce qui fait que le gouvernement réfléchit à prendre un certain nombre de mesures qui soient entérinées par le Parlement et puissent lui donner des moyens, on va dire, extraordinaires en cas de crise, de façon à pouvoir définir une réglementation qui lui permette d'agir et d'exercer une certaine forme de contrôle sur les acteurs de la vie économique, sur les écoles, sur les hôpitaux. Contrairement au système qui a été très centralisé et qu'on a pu voir se mettre en place très très facilement en Corée du Sud, parce que le système présidentiel fait que l'exécutif a un certain nombre d'outils, qu'il n'a pas demandé l'autorisation au Parlement et que de toute façon le Japon n'a pas le début d'outils et donc doit modifier sa constitution. Et ça, c'est un enjeu pour le gouvernement et pour le Premier ministre. Et donc, si finalement il échoue à juguler dans un niveau acceptable, dans des proportions acceptables, la pandémie qui permettra de tenir ces Jeux olympiques, donc d'ouvrir les frontières, d'accueillir une population étrangère en grand nombre, sans qu'il y ait de problème, eh bien, finalement, il ne pourra pas conduire cette réforme législative. Et c'est un peu un cercle vicieux, et donc les enjeux sont assez compliqués pour le gouvernement Suga en ce moment, qui de toute façon, pour garder une majorité du Parti libéral-démocrate, devra à un moment envisager de lancer des élections législatives. Et donc à ce moment-là, doit s'assurer d'un maximum de popularité. Donc, vous voyez que les enjeux sont assez compliqués. Merci. Du moins pour le Japon. Oui, et pour tant d'autres. Eric, peut-être sur ces différents points.
Oui, alors concernant la prise de décision dans les pays d'Asie du Sud-Est, ce qu'on a pu constater dans la totalité des pays, c'est qu'il y avait donc des comités de pilotage qui ont été mis en place, un peu à la façon du comité scientifique, le célèbre, qu'on a retrouvé en France, qui était essentiellement composé d'ailleurs de médecins. Généralement, la personne qui pilotait ce comité était souvent le numéro 1, le numéro 2 du ministère de la Santé. Et un peu comme en France, on a vu émerger une personne ou un groupe de personnes qui, au moins en mars, avril, mai, à partir de juin, ça s'est commencé un peu à se diliter, faisaient des conférences de presse ou envoyaient des messages sur une base quotidienne. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les messages qui étaient véhiculés étaient beaucoup moins anxiogènes que ceux, par exemple, véhiculés en France. Il n'y avait pas de compteur avec le nombre de morts et le nombre de cas. C'était des conférences de presse essentiellement qui se basaient sur les mesures sanitaires à prendre. Et avec plutôt un discours rassurant. Donc, il y avait une perception, c'est intéressant de voir que dans les pays des il y avait quand même une perception de la maladie qui est très différente et beaucoup moins anxiogène que la perception que nous avons eue en France ou même au Canada. Ici, c'est la même chose. Donc ça, c'est une première chose. En ce qui concerne Taïwan et l'Asie du Sud-Est, est-ce que le fait que Taïwan ait appliqué une diplomatie du masque, est-ce que ça change la perception de Taïwan dans l'Asie du Sud-Est? Oui et non, puisque de toute façon Taïwan a plutôt une bonne image. Dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, c'est un investisseur important, certes pas dans les mêmes proportions que la Chine, mais ça reste un investisseur important dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est. Et je vois mal comment, sur le plan politique, Taïwan pourrait faire des gains officiels et majeurs vis-à-vis des pays d'Asie du Sud-Est, puisque les pays d'Asie du Sud-Est seraient obligés de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la Chine, qui est quand même, je le rappelle, le premier partenaire économique et géopolitique aujourd'hui de la très grande majorité des pays de l'Asie du Sud-Est. Et Taïwan est aussi un pays avec lequel l'Asie du Sud-Est a quand même un conflit maritime, il ne faut pas l'oublier. La mer de Chine méridionale, Taïwan a exactement les mêmes revendications que la Chine. Taïwan revendique 90% de la mer de Chine méridionale. Donc il y a à la fois c'est un investisseur avec lequel on travaille, avec lequel on discute, avec lequel on peut éventuellement collaborer sur des questions sanitaires dans l'éventualité d'une pandémie future, mais c'est un pays avec lequel on ne peut pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la Chine et avec lequel on a quand même un différend maritime majeur, même si Taïwan ne prend pas les mêmes mesures maritimes que la Chine. Et dernière chose, quel est l'avenir, quel est le retour à la normale en Asie du Sud-Est? Alors, pour tous les pays d'Asie du Sud-Est, c'est très clair, ça ne peut passer que par la vaccination. Et un peu le même discours que nous avons actuellement dans tous les pays du monde, finalement, de façon globale. Tout passe par la vaccination et c'est pour ça que tous les pays donc, se lancent maintenant dans la recherche de vaccins. 2 pays ont commencé la vaccination. L'Indonésie a commencé hier, Singapour a commencé fin décembre, début janvier. D'autres vont commencer de façon imminente. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu dernièrement que 44% des Français souhaitaient se faire vacciner. Les chiffres sont bien supérieurs en Asie. Alors, les derniers sondages que j'ai vus, 98% de la population vietnamienne souhaitait se faire vacciner, 86% de la population malaisienne veut se faire vacciner, 83% de la population indonésienne. Malgré tout, les Philippines, c'est seulement 33%. Alors là, ça dépend. Là aussi, il y a des perceptions du vaccin qui sont très variables d'un pays à un autre. Des pays qui sont très favorables au vaccin et à la campagne de vaccination, d'autres qui le sont a priori opposés. Autre particularité, c'est que tous les pays, sauf l'Indonésie, ont décidé, comme les pays européens, finalement, de vacciner le personnel médical et les personnes fragiles ou âgées en priorité. Sauf l'Indonésie qui a décidé de vacciner en priorité les populations jeunes en âge de travailler. Donc il y a une volonté presque obsessionnelle en Indonésie de relancer l'économie avant tout. Et on laisse un petit peu tomber les anciens, il faut bien le dire, dans ce cas, mais encore une fois, c'est un choix complètement assumé par Jokowi en Indonésie. Et ce qui est surprenant, c'est que ça n'a pas soulevé un débat national. Ça a été compris et accepté par une population, il faut bien le dire, très majoritairement jeune en Indonésie. Donc ceci peut-être explique cela. Mais alors, en ce qui concerne les vaccins, on peut voir que les pays partent dans toutes les directions. On pourrait croire que c'est le vaccin ou les vaccins chinois qui sont prioritaires, ce n'est pas le cas. Les vaccins chinois sont présents dans la plupart des pays, mais on peut voir que l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, qui sont des pays, Philippines en tout cas plutôt proches des États-Unis, ils ont des accords avec Pfizer, ils ont des accords avec Moderna, ils ont des accords avec Gamaleya aussi, donc
le vaccin russe, et on voit qu'il tape à peu près dans toutes les directions. Dans toutes les directions, l'objectif aujourd'hui, c'est de trouver le maximum de doses pour aller le plus vite possible et relancer l'économie. Donc l'après, aujourd'hui, en Asie du Sud-Est, c'est un peu comme en Europe, avec un petit peu de décalage, bien sûr, mais c'est vraiment campagne de vaccination massive, arriver à 50-60% de vaccination, et ensuite relancer l'économie. Merci. Alors, Eric, vous venez de répondre partiellement à une des questions que je vous adresse maintenant, qui concerne justement la situation économique et les conséquences économiques telles qu'elles sont évaluées. Est-ce que là aussi, on sent qu'il y a de fortes inquiétudes? Et puis, est-ce qu'on a des déséquilibres assez prononcés entre les différents pays, que ce soit en Asie du Nord-Est ou en Asie du Sud-Est? J'ai également beaucoup de questions sur la perception de la Chine. Alors là aussi, vous l'avez déjà évoqué, l'un comme l'autre, sur un certain nombre de points précis, mais est-ce qu'on peut dire globalement que l'image de la Chine a vocation à sortir renforcée de cette pandémie? Je pense peut-être en particulier à l'Asie du Sud-Est, parce que au Japon et en Corée du Sud, la situation est un petit peu différente, au Japon en particulier, mais en Asie du Sud-Est notamment, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme d'émergence de discours anti-chinois qui serait peut-être un petit peu la reproduction de ce que l'on retrouve dans le monde occidental, avec les doutes sur le nombre de victimes, la gestion, et puis cette stratégie du masque, cette diplomatie du masque qui est souvent décriée. Donc, est-ce que ça fait un petit peu résonance dans cette zone? Et puis enfin, et je pense que ce sera d'ailleurs la dernière question, puisque malheureusement le temps nous fait défaut, une question qui concerne les leçons que nous pourrions, nous, société occidentale, tirer de ces différentes gestions. Il y a beaucoup de remarques et de questions qui concernent ce point précis, avec peut-être, parce que nous connaissons mal finalement la situation dans un certain nombre de ces sociétés asiatiques, une forme soit de mépris, soit au contraire d'émerveillement, en se disant forcément ils font les choses mieux que nous et donc nous devrions prendre exemple sur ces sociétés. Et puis il y a les chiffres qui parfois parlent d'eux-mêmes, et l'un comme l'autre, vous l'avez évoqué. Donc, qu'est-ce que nous devrions, nous, société occidentale, retenir de la gestion de cette pandémie mondiale par d'autres sociétés, fussent-elles d'ailleurs démocratiques ou non, puisque c'est après tout ce à quoi nous avons affaire. Alors, peut-être cette fois, Eric, pour commencer, pour rebondir un petit peu sur la question économique qui était évoquée tout à l'heure. Alors, concernant la question économique, bon, les chiffres sont durs, hein. En 2020, la totalité de l'ASEAN, enfin donc la zone ASEAN, c'est moins 5% en termes de croissance de PIB. Les chiffres qui sortent, hein, qui sont chaque mois réévalués à la baisse, maintenant depuis un an, nous parlent d'une croissance qui sera en 2021 de 4% et que la normale devrait revenir en 2022, une croissance de 5 à 6%. Dans tous ces pays, seul le Vietnam s'en est bien sorti, puisque en 2020, seul le Vietnam aura un taux de croissance positif. Alors ça s'explique pour plein de raisons. Le rapprochement entre le Japon et le Vietnam. Le Japon investit maintenant de façon massive au Vietnam. La délocalisation aussi chinoise en direction du Vietnam, puisque pour certains secteurs, par exemple le secteur de l'habillement, les coûts maintenant sont beaucoup trop importants en Chine, et donc la Chine délocalise en direction du Vietnam. Des investissements également coréens, des coréens massifs dans l'électronique. Alors ça existe depuis 10 ans, mais il y a une accélération depuis 2018. Et bien sûr, le fait que le Vietnam ait reçu beaucoup d'investissements en 2018, 2019 et 2020. 2020 est l'année record en termes d'investissements directs étrangers pour le Vietnam. Vient aussi de la guerre entre les États-Unis enfin la guerre économique entre les États-Unis et la Chine, où beaucoup de pays donc finalement préfèrent investir et délocaliser en direction du Vietnam. Donc c'est le pays aujourd'hui un petit peu à la mode quand on veut investir dans la zone Asie, et c'est la raison pour laquelle ils ont un taux de croissance qui est considéré en 2020 de quasiment 3%. Donc ce qui est considérable par rapport à la moyenne des autres pays. Les Philippines par exemple, c'est moins 11% en termes de taux de croissance. En ce qui concerne l'image de la Chine, ma perception, c'est qu'en fait, la Chine n'a pas fait de gain. L'image aujourd'hui n'est pas plus positive, elle n'est pas moins négative. Certes, les populations et les gouvernements des pays d'Asie du Sud-Est ont été assez sensibles aux dons qui ont été faits en matériel médical par la Chine, mais l'image n'est pas moins bonne ou meilleure. En fait, pour moi, il n'y a pas de gain pour l'instant. Et alors que dans d'autres régions du monde, il y a plutôt une image écornée de la Chine. Et il faudra qu'elle travaille fort pour regagner une image positive, notamment en Europe, quoique ça ne l'a pas empêché de signer un accord bilatéral
avec l'Union européenne, donc il faut toujours nuancer tout ça. Mais il n'y a pas de gain, de mon point de vue, avec les pays d'Asie du Sud-Est, les pays qui avaient des petits problèmes avec la Chine depuis quelques années sont toujours les mêmes. Et les pays qui sont proches de la Chine restent les mêmes. Pour faire ma conclusion, et en plus je terminerai là-dessus d'une certaine façon, quelles sont les leçons qu'on peut tirer finalement de ce focus sur la gestion de crise de Covid-19 en Asie du Sud-Est? Elle est triple ou double, triple voire quadruple, allez, on va dire. Il y a d'abord sur le plan sanitaire, moi ce qui m'a marqué, c'est que tous les pays d'Asie du Sud-Est ont systématiquement empêché les gens de fonctionner socialement s'ils étaient positifs. Et donc tous les gens qui étaient négatifs ont été pistés, tracés, isolés, traités. Et ça, c'est pour moi déjà une grande différence sur le plan sanitaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas laissé les gens positifs fonctionner socialement normalement. Et on sait que c'est encore un débat aujourd'hui dans la plupart des pays européens. Donc sur le plan sanitaire, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que je ne dis pas que ça a été accepté par les populations de pays asiatiques avec beaucoup de plaisir, mais ils s'y sont contraints. On va dire ça comme ça. Ensuite, sur le plan économique, c'est qu'une fois le premier confinement passé, tous les pays étaient unanimes, hors de question de reconfiner totalement le pays, hors de question de fermer l'économie. C'est-à-dire qu'on a mis en place, quand c'était nécessaire, des confinements ciblés, et aujourd'hui, quand on regarde tous les pays d'Asie du Sud-Est, la vie est à peu près normale. Certes, il y a des endroits qui n'ont pas réouvert, comme les karaokés, comme un certain nombre de bars, comme des boîtes de nuit, et encore aujourd'hui, certaines sont en train de réouvrir à Singapour. Donc, sur le plan économique, c'est vraiment ça, c'est cette volonté de ne pas ralentir l'économie, de faire en sorte que la vie reste quand même plus ou moins normale. Et ça, on l'a constaté dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, même si il faut bien comprendre que les pays restent fermés. Les frontières sont fermées. Il y a très peu de touristes étrangers qui peuvent se rendre en Asie du Sud-Est. Seule la Thaïlande a ouvert un petit peu les vannes dernièrement, où il y a quelques milliers de touristes chinois qui ont pu se rendre en Thaïlande en novembre et en décembre. Et Singapour, dont j'ai pas eu le temps de parler, mais qui a mis en place un système de corridors verts et aussi de passeports, où il est possible pour les touristes aujourd'hui d'aller à Singapour, mais avec des contraintes assez importantes, il faut bien le dire. Ensuite, sur le plan diplomatique et géopolitique, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est que la diplomatie du masque et du vaccin, qui est en cours aujourd'hui par la Chine en direction de l'Asie du Sud-Est, est entre une réussite et en tout cas c'est quelque chose de plutôt positif. De mon point de vue, ça a été perçu de façon positive. On peut aussi rappeler que les États-Unis, contrairement aux idées reçues, je le répète, ont été quand même plutôt présents lors de cette crise, du moins dans les pays d'Asie du Sud-Est, et ça tord le cou finalement toujours à cette administration Trump qu'on dit toujours inconsistante. Elle ne l'est pas systématiquement et sur tous les sujets. Et elle ne l'a pas été, notamment en termes d'aide fournie aux pays d'Asie du Sud-Est. Et sur le plan technologique aussi, je me suis rendu compte qu'en regardant tout ça, on en a un petit peu parlé, alors c'était évident en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan, qui sont des pays d'un point de vue technologique et d'un point de vue numérique extrêmement avancés. Les pays d'Asie du Sud-Est ont fait des gains considérables en l'espace de quelques mois, en accélérant quand même toute la mise en place de produits numériques, de produits de traçage, en mettant en place des choses qui permettent des bracelets numériques tout simplement de suivi. Donc il y a des gains très forts qui ont été faits en Asie du Sud-Est sur ces questions de mise en place du numérique dans la gestion du Covid, mais pas uniquement. Je vois par exemple au Vietnam ou dans d'autres pays émerger des dizaines, voire des centaines de startups aujourd'hui qui travaillent dans le numérique, qui mettent en place des applications qui vont permettre de rendre la vie peut-être plus facile à des millions de Vietnamiens ou de gens qui vivent en Asie du Sud-Est. Voilà pour faire une petite synthèse des choses positives sur l'Asie du Sud-Est dans cette gestion de la Covid-19. Merci Eric et Marianne. Donc, je vais vous poser les mêmes questions et puis vous aurez donc la primeur d'être oui. la dernière intervenante. Eh bien, pour mélanger un petit peu dans ma réponse tous les éléments de la question, ça va tourner d'ailleurs autour de la Chine, c'est que vous pouvez l'imaginer, les relations entre le Japon et la Corée du Sud
n'était peut-être pas au mieux avant la pandémie, notamment au Japon, puisque il y a toujours des points de friction assez importants et une attitude très, très agressive de la Chine, de la marine chinoise et des gardes-côtes chinois autour des îlots Senkaku qui sont revendiqués par les deux pays et qui deviennent vraiment un enjeu à la fois de politique intérieure, évidemment. Chacun des gouvernements essaye d'avancer ses pions et bien sûr en fait étalage devant son opinion publique, mais aussi en termes d'affichage international dans le développement de cette vision d'un ordre indo-pacifique libre et ouvert du Japon et notamment cette référence incessante à un ordre international garanti par la loi et notamment à la mer et le droit maritime international. Donc on a une image de la Chine qui reste quand même très particulière et qui, à titre d'enseignement global, va pousser le Japon comme la Corée du Sud à rechercher les conditions d'une plus grande indépendance dans le domaine de la logistique et la dépendance dans un certain nombre de domaines où la Chine, en tant que partenaire commercial majeur pour Tokyo comme pour Séoul, s'est imposée de façon trop grande au point de rendre vulnérables certains domaines d'activité. Et donc, on a cette réflexion, comme en Europe d'ailleurs, sur les chaînes d'approvisionnement et la nécessité, dans un certain nombre de domaines qui restent à identifier, s'ils ne l'ont pas été déjà à veiller à ce que les moyens nationaux se donnent la capacité de ne pas être trop dépendants. Et ça commence par les masques, tout simplement, où c'est vrai qu'à un moment, le Japon a été content de pouvoir se tourner vers la Chine, mais souhaite ne pas le faire et a d'ailleurs à passer des contrats avec le Vietnam pour s'approvisionner auprès du Vietnam, sachant que pour d'autres raisons, et notamment la relation à la Chine, le Japon s'est considérablement rapproché du Vietnam ces derniers temps. Donc on a le souci d'essayer de lutter comme faire se peut face à cette emprise économique, politique et stratégique chinoise, mais bon, c'est un voisin qui devient de plus en plus encombrant et qui lui va tirer son épingle du jeu économiquement, on le sait déjà, qui va pouvoir assurer un niveau de croissance assez significatif malgré tout. On parle de 6%. Ça ne sera pas le cas du Japon, ça ne sera pas le cas de la Corée du Sud, qui, pour cette dernière, a investi considérablement. Le président sud-coréen a mis en place des plans de relance économique, un peu à la méthode française. Le Japon part de très loin, et c'est d'ailleurs pour ça que dans les deux pays, le milieu des entreprises, le milieu du patronat insiste pour qu'on entreprenne une campagne de vaccination massive et rapide. Et à leur grande dame, à Séoul comme à Tokyo, on lui répond que le gouvernement ne pourra pas commencer avant la fin du mois de février. Et ça, c'est un petit sujet de mécontentement et on sent dans les journaux, dans les échanges, une certaine acrimonie contre le gouvernement parce que la situation économique devient absolument préoccupante et que notamment au Japon qui vivait largement au-dessus de ses moyens depuis un certain nombre d'années, qui n'a pas pu s'appuyer sur la manne extraordinaire que représente le tourisme international, le tourisme chinois, eh bien, il y a des secteurs qui commencent à être singulièrement sinistrés. Donc, il y a cette préoccupation vraiment d'une forme d'émancipation vis-à-vis de la Chine, même si vous l'avez rappelé au début, Barthélémy, la Chine a quand même signé un certain nombre de traités qui permettent d'abaisser un certain nombre de droits de douane, mais elle l'a fait et vous avez remarqué que le Japon et la Corée du Sud sont également présents de façon à ne pas se laisser distancer, à pouvoir profiter de cet élan et de cette dynamique chinoise que de toute façon on ne peut pas mettre de côté. Donc il va falloir composer en se donnant les moyens d'une certaine forme de réciprocité. C'est le mot magique qu'on a longtemps entendu du côté de l'Union européenne dans la relation avec la Chine. Et je pense que cette fois, il faudra se donner les moyens de parvenir à équilibrer les échanges. Et je pense qu'à Tokyo comme à Séoul, dans les échanges commerciaux avec
avec la Chine, ça va devenir une priorité. Petit complément d'information, Bart. Oui. On parlait des plans de relance, c'était intéressant de regarder ce qui est prévu en termes de plans de relance en Asie du Sud-Est. Alors Singapour a prévu de mettre l'équivalent de 20% de son PIB, hein, donc 80 milliards de dollars. Ça peut sembler énorme. La Thaïlande, c'est 10%, mais en fait, en réalité, je rappelle qu'en proportion, la France, avec son plan de 500 milliards d'euros, en fait, va à un plan de relance qui se situe un petit peu à peu près l'équivalent de Singapour. Donc là aussi, c'est intéressant de remarquer que le plan de relance français est si on fait un panorama de tous les plans de relance dans le monde, est un des plus ambitieux, et notamment par rapport aux plans de relance qu'on peut voir en Asie du Sud-Est. Voilà. Eh bien, merci pour cette conclusion, je dirais, optimiste sur les ambitions qui sont celles de la France, que nous espérons mener à bien. Merci surtout à tous les deux pour ces points d'analyse vraiment passionnants, hein. Je pense qu'on a pris beaucoup de plaisir à vous entendre, et puis la précision surtout de vos interventions. Merci à tous les participants pour les questions, en m'excusant évidemment de ne pas avoir pu toutes les considérer pour les poser à nos intervenants. Je rappelle que nous avons d'autres événements à venir à l'IRIS en visio dans les prochains jours, notamment le 18 janvier, une conférence à nouveau sur la Covid-19, mais cette fois le cas de l'Afrique, sur les systèmes de soins en Afrique. Et puis le 28 janvier, un événement sur le rôle des think tanks dans un monde en recomposition, hein, pour le moins. Donc là aussi, évidemment, des questions qui sont tout à fait essentielles. Je vous invite tout simplement à consulter le site de l'IRIS pour voir quels sont nos différents événements. Ils se greffent au fur et à mesure et ils évolueront bien sûr. Et puis, je vous invite également à regarder les conditions des adhésions à l'IRIS qui vous permettent d'avoir non seulement accès à un certain nombre d'événements que nous organisons, mais aussi les publications de l'IRIS. Donc, je pense que les participants se joignent à moi pour remercier encore chaleureusement nos deux intervenants, et puis pour vous souhaiter d'abord de prendre soin de vous, hein, parce qu'on doit tous les uns et les autres prendre soin de nous-mêmes, et puis en espérant que nous puissions les uns et les autres nous retrouver prochainement et poursuivre nos activités de recherche et d'échange sur ces multiples sujets. Merci à vous. Merci Barthélémy, au revoir. Merci à toutes et à tous, au revoir.